Avant de corriger, du coup, je voulais savoir est-ce que le cas vous a paru difficile, ou long? Classique, OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran, partagé? Top. Alors donc pour corriger, je vous propose, du coup, j'ai préparé une grille de correction avec les points, qui correspondent aux mots-clés. Donc c'est une grille, temporaire. Je vais la modifier en fonction de ce que vous allez me dire et en fonction de ce que je peux voir, sur vos copies. Donc voilà, c'est possible que votre note, si vous la calculez, ne corresponde pas, exactement à la note que vous aurez, lorsque je vous donnerai les résultats, mais ça permet comme ça de voir un peu, quels mots-clés sont attendus. Alors du coup, pour, la première question, qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Ouais, choc anaphylactique. Oui, donc c'est le mot-clé principal effectivement. Au niveau des donc le choc anaphylactique, ça fait partie de quelle, pathologie? Hypersensibilité, oui. Ça, c'est important pour pas oublier les mots-clés quand on vous demande, une hypothèse diagnostique, c'est de faire un peu en mode, entonnoir. Toujours vous demander quelle grande pathologie et ensuite quelle sous-pathologie. Donc, si c'est une crise de quoi? Si c'est une décompensation de quoi, et cetera. Parce qu'en général, les 2 comptent comme mots-clés. OK. Du coup, au niveau des symptômes, qu'est-ce que vous avez envie de mettre pour justifier? Ouais, parfait, atteinte multiviscérale ou atteinte systémique, angioedème. Ouais, la notion d'apparition brutale, donc la temporalité, qui correspond à une crise, à un choc anaphylactique, donc il a des symptômes juste après avoir mangé quelque chose. Collapsus, œdème de Coinck, oui. Détresse respiratoire. Hyperactivité bronchique, parfait. OK, et du coup, au niveau du contexte, heu, qu'est-ce qui vous amène à un choc anaphylactique? Terrain atopique, oui. Le terrain atopique, c'est vraiment un mot-clé super important dans l'allergie. Antécédent, ouais. Ouais, du coup, il y a la notion d'exposition à l'allergène. Donc là, ça peut être, les bouchées, apéritifs, du coup, on peut avoir des fruits à coque, et il y a aussi, du coup, ça c'est peut-être un peu plus tordu, mais il est dans son jardin, donc potentiellement il y a des guêpes et il a pu se faire, piquer par un du coup, un hyménoptère. OK, alors, donc au niveau de la grille de correction que je vous propose, donc du coup, il y a au niveau de diagnostic, du coup, c'est l'hypersensibilité de type 1 ou allergie immédiate, donc ça veut dire la même chose, donc l'un ou l'autre est bon, et en particulier un choc anaphylactique. Donc là, je vous ai rajouté en bleu, c'est ce qui compte pas, du détail. Là, on est plutôt sur un grade de sévérité de type 2, donc c'est-à-dire qu'on a une atteinte qui va être systémique. Le grade de sévérité 1, ça va juste être une atteinte, cutanéo-muqueuse, va avoir juste, des urticaires. Le grade 2, c'est quand on commence à avoir de l'attente systémique, et le grade 3, là, ça va être vraiment très grave, va avoir une asphyxie, un bronchospasme. Là, c'est pas encore, on va dire, à ce stade-là. Qu'après ça peut se discuter. Donc c'est pour ça que je sais pas, je vous le compte pas en tant que point, mais et on avait eu un cas à la fac où, il y avait un peu les mêmes symptômes, et la prof elle avait dit que c'était, sévérité de type 2. Donc au niveau des symptômes, on a du coup la notion de systémique multiviscéral, l'œdème de Coinck, et ça c'est super important avec la bonne orthographe, ou angioëdème laryngé, ça veut dire la même chose.
Les plaques rouges sur les bras, ça correspond aux urticaires. Et pour le malaise, donc le malaise, il faut aller l'associer du coup à une notion d'hypotension. Qui fait un malaise parce que il a l'hypotension du coup associée à la vasodilatation généralisée. Et ensuite, on a tout ce qui est hyperactivité bronchique, difficulté ventilatoire. C'est un peu décalé les points. Alors, au niveau du contexte, on a du coup l'exposition à de potentiels allergènes. Alors, collapsus, je pense qu'on peut pas en parler parce que c'est le grade supérieur. Ouais, de grade de sévérité 3 on a du coup le collapsus avec des troubles du rythme, le bronchospasme qui correspond vraiment à l'asphyxie. Voilà, ça on est au stade, on va dire, un peu avant. Parce qu'on voit que quand il a des difficultés pour respirer, il reste quand même 2 minutes, il fait des gestes, etc. Donc il est pas inconscient, il respire quand même un peu. Voilà, donc au niveau du contexte, donc on a une situation où on a l'exposition à de potentiels allergènes. Donc le plus important, c'est effectivement les trophées allergènes, donc qui peut se trouver dans les bouchées apéritives. Donc c'est super important ce mot-clé. Les profs aiment beaucoup. Donc trophées allergènes pour les allergènes alimentaires. Et si c'était un allergène aérien, donc le pollen et tout, le mallergène. Il y a aussi du coup la possibilité d'être exposé à des velins de méloptères et la notion de terrain atopique du fait qu'il a déjà une rhinite allergique et la temporalité cohérente. Donc si vous me dites que c'est brutal, que ça, tout ça, ça correspond à cette notion. Alors, le thème de Quank, ça va être un symptôme qui fait partie du coup des symptômes qu'on retrouve dans le choc anaphylactique. Dans le choc anaphylactique, du coup, vous aurez l'œdème de Quank, mais vous avez aussi d'autres symptômes. Ça correspond à un œdème au niveau laryngé qui bloque, va participer à bloquer la respiration. Ça peut être très grave. Ok, alors question 2. Décrire le mécanisme physiopathologique à l'origine de la crise. Ça, c'est une question que vous pouvez trouver pour tous les sujets sur l'hypersensibilité type 1. C'est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Ouais, phase de sensibilisation puis effectrice. C'est super important de ne pas oublier la phase de sensibilisation. Ouais, la notion d'IgE. Oui, exactement. Donc, il y a eu un premier contact avec l'allergène avant, qui était asymptomatique. La dégranulation, oui. La dégranulation de quoi? Des mastocytes, ouais, qui vont libérer des substances vasodilatatrices, dont la principale qui est histamines. La fixation des IgE sur les récepteurs, exactement. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, il y a tout ce qui est autour de la phase de sensibilisation. Donc, ça correspond à la première rencontre avec l'allergène. Donc, forcément, si on n'a pas été exposé à l'allergène, on ne peut pas faire de choc anaphylactique. Il faut qu'il y ait une première exposition. Cette exposition, elle est cliniquement, enfin, cette première phase, elle est cliniquement muette ou asymptomatique. Donc là, je ne sais pas détailler énormément les mécanismes sur les lymphocytes, je pense que c'est un peu du détail. Mais en gros, il y a la présentation lymphocyte CD4 et une polarisation TH2 qui va favoriser du coup la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes sécréteurs d'IgE en particulier. Et du coup, il y a sécrétion d'IgE spécifique du coup, dirigée contre l'allergène auquel il est exposé. Et ces IgE vont se fixer
sur les mastocytes et basophiles via les récepteurs epsilon R1, donc les récepteurs de haute affinité. Savoir les interleukines, je dirais que c'est du détail. Après, vous pouvez les mettre. Ouais, c'est pas long à écrire. Moi, je les ai pas comptés parce que j'ai voulu. Enfin, nous, il y avait trop de détails. Mais oui, vous pouvez les mettre. Du coup, euh, oui, effectivement, les interleukines qui vous permettent la polarisation de type Th2, c'est l'interleukine 4, 5 et 13. Alors, au niveau de la phase effectrice, donc ça, c'est au moment de l'épisode. Donc, ça correspond à un nouveau contact avec le même allergène du coup, auquel il a été exposé lors de la phase de sensibilisation. Et en particulier, dans cette phase effectrice, il y a la phase aiguë immédiate qui correspond. Phase de déclenchement, j'avoue que je ne sais pas. Je vais regarder du coup si on peut parler de phase de déclenchement. Ah, ok. Ouais, je pense que c'est bon, alors je vais vérifier. Ok. Ah oui, du coup, pour l'allergie, je ne sais pas qui, mais moi, enfin, les profs nous avaient conseillé des fiches qui sont sur le site de l'association des profs en hémato et en immuno. Ça s'appelle ASSHIP. Et vous avez des fiches du coup faites par des profs sur différents sujets et notamment sur l'hypersensibilité. Donc c'est avec ça que j'ai principalement révisé ce chapitre. Je, Là, je vous mets le site en commentaire. Donc moi je me souviens, j'avais pris la fiche et je l'avais complétée avec du coup, ce qu'on avait vu en cours. Je trouve que c'est pas ultra complet, mais du coup ça vous permet d'avoir les principaux mots-clés. Et du coup, notamment dans cette fiche, on parlait de phase effectrice et il n'y avait pas phase de déclenchement. Mais je pense que oui, je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux pour le mot-clé. Alors, du coup, la phase effectrice, donc nouveau contact, phase aiguë qui correspond au fait que les allergènes vont interagir avec les IgE spécifiques. Et ensuite, ça va déclencher du coup l'agrégation des IgE, donc le mécanisme de pontage. Et ça va entraîner la dégranulation immédiate des médiateurs qui sont préformés, notamment l'histamine. Ensuite, il va y avoir synthèse de médiateurs néoformés. Et du coup, tous ces médiateurs sont responsables des symptômes qu'on va avoir dans le choc anaphylactique. Donc, ce qui est vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire. Au niveau pulmonaire, du coup, on a le bronchoconstriction, persécrétion de mucus. Et ensuite, plusieurs heures après, la phase aiguë immédiate, il y a ce qu'on appelle la phase inflammatoire. Donc, ça n'intervient pas dans le choc anaphylactique en lui-même de ce de ce que je vous ai décrit des symptômes, mais c'est une phase qui survient plusieurs heures après et qui doit impliquer une surveillance. Donc, en gros, quand vous avez un choc anaphylactique, vous devez faire hospitaliser pendant plusieurs heures pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème lors de cette phase inflammatoire. Est-ce que vous avez des questions sur les mécanismes?
Alors, pour la différence entre le choc et l'œdème de Koch, le choc anaphylactique, c'est ce qui correspond du coup à l'hypersensibilité, enfin, non donné à l'hypersensibilité de type 1, qui va être sévère, qui va être à l'origine de plusieurs symptômes multiviscéraux, dont le symptôme qui correspond à l'œdème de Koch, qui est un œdème au niveau laryngé. De rien. Alors, pour la question 3, qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Donc, le médicament qui doit être administré au plus vite. Ouais, l'adrénaline. Est-ce que vous connaissez l'autre nom de l'adrénaline? Ouais, épinéphrine. Donc, les deux sont bons. Donc, on l'injecte par quelle voie et c'est quoi son mécanisme? Ouais, intramusculaire ou intraveineux, ouais. Donc, en gros, ça va être les pompiers, du coup, ils vont injecter un stylo intramusculaire. Et après, si c'est à l'hôpital, admettons, bah, ça va être par administration intraveineuse. Ouais, stimule le système nerveux sympathique. Et du coup, c'est quoi sa sélectivité entre alpha et bêta? Ouais, c'est les deux. Il n'est pas sélectif. Du coup, l'activation, donc du coup, il va y avoir à la fois l'activation alpha-adrénergique et bêta-adrénergique. Donc, au niveau alpha-adrénergique, qu'est-ce que ça va provoquer? Ouais, vasoconstriction. Hmm, parfait. Donc, le choc anaphylactique, ça provoque une vasodilatation généralisée. Donc, le fait de mettre de l'adrénaline, ça permet de contrer ça et de vasoconstricter. Et au niveau bêta, bronchodilatation, ouais. Ok. Donc, on va injecter de l'adrénaline, aussi appelée épinéphrine. C'est une catécholamine au niveau de sa classe. Et c'est l'amine vasopressive du coup de choix pour le traitement des chocs anaphylactiques. C'est administré par voie intramusculaire principalement ou potentiellement par voie intraveineuse. C'est un agoniste alpha-bêta-adrénergique non sélectif. Du coup, il va y avoir un effet alpha-agoniste qui va contribuer à la vasoconstriction périphérique et un effet bêta-agoniste, en particulier bêta 2, qui va permettre une bronchodilatation. Et aussi, du coup, j'ai rajouté l'effet bêta 1 agoniste, ça va être un effet inotrope positif et pas contre positif au niveau cardiaque. Donc, il faut savoir aussi qu'au niveau pratique, quand il y a un choc anaphylactique, la première chose à faire, c'est d'injecter du coup l'adrénaline. Donc, soit la personne sait qu'elle a des risques, elle peut avoir un stylo auto-injectable dans sa trousse si elle en a une. Sinon, ça peut être les pompiers. Et si au bout de 10 minutes, il n'y a rien qui se passe ou il n'y a pas d'amélioration, on peut injecter une deuxième fois. Donc, il faut savoir que dans les trousses du coup, de secours pour les chocs anaphylactiques, il faut toujours avoir deux stylos auto-injectables. Donc, au cas où il y en a un qui ne marche pas et au cas où, pouvoir réadministrer un deuxième au bout de 10 minutes. Alors là, je vous ai rajouté, du coup, je n'ai pas posé cette question, mais je vous ai rajouté les autres médicaments qu'on peut utiliser dans le choc anaphylactique. Donc, le principal, ça va être le glucocorticoïde par voie intraveineuse. Donc, ça, c'est plutôt à l'hôpital, du coup, quand Damien, en l'occurrence, va être amené à l'hôpital. On va pouvoir lui administrer les glucocorticoïdes. S'il a toujours des difficultés respiratoires, une oxygénothérapie, des bronchodilatateurs inhalés, donc le salbutamol. Éventuellement, du coup, si c'est vraiment très grave, des solutions de remplissage vasculaire. Donc, c'est les cristalloïdes qui sont utilisés, qui sont indiqués dans le choc anaphylactique. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, donc tout choc anaphylactique doit impliquer l'hospitalisation. Donc, même si quand on administre l'adrénaline
il va mieux tout de suite et tout, il faut quand même l'emmener à l'hôpital pour une surveillance au cas où la phase inflammatoire se passe mal. Voilà. Et par rapport aux sorties histaminiques, donc il faut savoir que c'est pas indiqué en tant que traitement de choix pour le choc anaphylactique. L'antihistaminique, c'est le traitement de choix du coup pour les allergies, on va dire tout ce qui est rhinite, conjonctivite, etc. Mais c'est pas utilisé en tant que traitement d'urgence dans le choc anaphylactique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au traitement? Euh, Est-ce que les bêta-bloquants, c'est pas contre-indiqué comme ça bloque les effets de l'adrénaline? Euh, Tu veux dire que s'il est sous bêta-bloquant, on peut pas administrer l'adrénaline ou... J'avoue que je sais pas. Après, si, admettons, il est sous bêta-bloquant, donc là, n'a pas d'antécédent, donc c'est pas le cas, euh, ça va pas empêcher de donner l'adrénaline vu que c'est une situation d'urgence. Après, à partir de quand on peut redonner les bêta-bloquants après l'adrénaline, ça, je sais pas. Je vais me renseigner. Oui, on donne pas de bêta-bloquant dans la prise en charge du choc. Mm. On donne pas de bêta-bloquant pendant le choc parce que ce qu'on veut, c'est un effet bêta-agoniste. Euh, voilà. On va utiliser l'adrénaline qui est bêta-agoniste général et des bronchodilatateurs inhalés. Mm. Alors, la question 4. Une fois aux urgences, un examen biologique est réalisé pour confirmer le diagnostic. Lequel? Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué cette question. Ouais, dosage d'histamine. Euh, Dosage de la tryptase. Alors justement, du coup, là, ce que j'attendais, c'était le dosage de l'histamine et de la tryptase. Et justement, c'est un peu euh, pour les IgE. La particularité, c'est que ça va pas être dosé en urgence. Il n'y a pas d'intérêt de les doser en urgence et bah, ça peut être, je sais pas si ça peut être très fiable. En tout cas, du coup, les IgE, ça va être dosé à distance lors du coup, de la consultation d'allergologie. On va dire 6 semaines, 2 mois plus tard. Et là, quand on est en urgence, on va doser euh, du coup, les médiateurs histamine et tryptase. En sachant que c'est plus la tryptase qui est vraiment spécifique, euh, dans le sens où si vous avez une tryptasémie élevée, ça signifie il y a eu des granulations mastocytaires. Donc, je rappelle que la tryptase, où elle est dégranulée par les mastocytes uniquement, et l'histamine par les mastocytes et basophiles. Donc, si vous avez une tryptasémie élevée, c'est que vous faites une réaction d'allergie sévère. Au niveau des délais, tryptasémie, le taux de tryptase dans le sang. T'inquiète. Alors, est-ce que vous connaissez la cinétique du coup à la fois de l'histamine et de la tryptase? Ouais, exactement. L'histamine, il va y avoir un pic très précoce et du coup, le maximum au bout de 30 minutes.
Et après, au bout de 60 minutes, du coup, il y a plus rien. Enfin, c'est à l'état basal. Et la tryptase dans les 3 heures pour près. Ouais. Donc la tryptase, il n'y a pas de. Enfin, le pic est assez large. Du coup, il y a un maximum au bout de 1 heure à 2 heures. Et ensuite, ça va se normaliser au bout de 6 heures. Alors, donc, l'examen biologique du coup aux urgences, ça va être le dosage des médiateurs, du coup, histamine et tryptase. Donc la tryptase, c'est le signe de dégranulation mastocytaire. Donc ça va prouver l'origine allergique des symptômes qui vont être observés. Donc au niveau des délais, donc, dans l'idéal, il faut faire un prélèvement. Alors, un premier prélèvement entre 45 minutes et 2 heures. Donc ça va permettre d'observer le pic du coup de tryptase. Et normalement, l'histamine va être déjà basse. Et ensuite, de refaire un prélèvement à distance pour observer le tryptase basal, qui va montrer qu'il y a bien eu avant une augmentation. Et du coup, au niveau de la cinétique, j'attendais du coup que vous donnez à peu près au bout de combien de temps il y a les pics de la tryptase au bout de 3 heures. Et 3 heures environ. Donc, si vous mettez 2 heures, c'est bon aussi. Et l'histamine, par contre, c'est très précis au bout de 30. Alors, est-ce qu'on peut doser la méthylhistamine urinaire? J'avoue que j'en ai jamais entendu parler. Je vais regarder du coup. Euh, Est-ce que vous êtes prêts du coup pour la question 5? Alors, du coup, la question 5 c'était aussi une question un peu générale sur l'allergie. C'est quelles sont du coup les étapes, enfin, comment on fait le diagnostic du coup allergologique, euh, ou en l'occurrence à distance de choc anaphylactique. Alors, c'est ce qu'on va faire? Alors, oui, effectivement, la première étape, ça va être l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire, c'est super important. Ça va permettre de revoir un peu ce qui s'est passé, les symptômes, le contexte pour voir le but principal de l'interrogatoire, du coup, c'est d'incriminer des allergènes. Donc là, par exemple, Damien, on pourra incriminer du coup les troupes allergènes et éventuellement les venins d'hyménoptères. Ouais, l'anamnèse. Ensuite, du coup, il y aura des examens complémentaires. Donc, vous m'avez cité le test cutané et tout, que le pré-test, effectivement, et le dosage des IgE spécifiques. Et oui, l'éducation thérapeutique, c'est plus ça peut se faire, mais du coup, ça participe pas au diagnostic en lui-même. Et effectivement, du coup, le test de provocation, donc ça va être plutôt c'est un test de dernière intention, mais ça fait partie des tests qu'on peut avoir pour le diagnostic d'allergie. Et le test d'activation des basophiles. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça va être fait, le test d'activation des basophiles, c'est pas en première intention. Ça va être fait si, par exemple, les tests cutanés ne marchent pas bien et pour mettre en place un traitement de désensibilisation éventuellement.
Donc, est-ce que vous savez à quoi ça correspond le test de provocation? Ouais, c'est à l'hôpital. Donc, effectivement, on va réintroduire l'allergène du coup, qu'on suspecte. Et ça sera en milieu hospitalier, puisqu'on s'attend à ce que la personne puisse faire des réactions sévères et du coup, c'est sous surveillance. Et le test d'activation des basophiles, du coup, ça consiste en quoi? Alors, ça va. Attention, c'est pas en contact avec l'histamine, mais avec du coup, les allergènes. Donc, c'est un test in vitro. On va prendre du coup, les basophiles, on va les mettre en contact avec l'allergène candidat. Et ensuite, on va explorer du coup la surexpression de marqueurs qui vont témoigner de l'activation des basophiles. Donc, c'est un test qui utilise le principe de cytométrie en flux. Ça peut être un mot-clé associé du coup, au test d'activation des basophiles. Oui, effectivement, pour détecter des CD spécifiques. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai mis? L'interrogatoire, du coup, en premier lieu, donc c'est super important, qui permet d'identifier le type d'allergie et les allergènes qui sont suspectés. Ensuite, il y a les examens complémentaires. Ça, le plus important, le plus classique, qui est utilisé en routine, c'est le prick test. Donc, ces tests cutanés, c'est des tests à lecture immédiate, donc à la différence des tests cutanés à lecture retardée pour tout ce qui est hypersensibilité retardée. Donc, le prick test, ça va correspondre du coup à l'introduction d'allergènes au niveau euh, pas du tout profond sur la peau, donc au niveau de l'épiderme. On va du coup introduire du coup, les allergènes qu'on suspecte, ainsi qu'un témoin négatif, donc du solvant, et de l'histamine, qui correspond au témoin positif. Ensuite, on va attendre du coup quelques minutes. Et si la personne est sensibilisée, il va y avoir apparition d'une papule. C'est le diamètre de la papule du coup qu'on va mesurer. Et il y a une contre-indication à ces tests-là, c'est la prise d'antihistaminique. Dans ce cas-là, il n'y aura pas l'apparition de papules. Du coup, il risque d'y avoir des faux négatifs. Et ensuite, il y a un autre test cutané d'intradermoréaction. Lui, il est un peu plus profond, donc on va injecter jusqu'au derme. Et ça, c'est un intérêt du coup pour les allergies aux venin en particulier. Et ça permet aussi de faire des relations effet-dose qui peut être utile pour les allergies aux médicaments. Alors, non, patch test, ça va être utilisé du coup c'est pour les tests cutanés à lecture retardée. Donc, le patch test, du coup, ça va consister du coup, à appliquer un patch sur lequel il y a l'allergène pendant 48 heures sur la peau. Et ensuite, il va y avoir une lecture du coup retardée 3 à 4 jours après. Non, du coup, ici, on peut pas citer le patch test. Parce que c'est un test du coup pour l'allergie, pour l'hypersensibilité retardée. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être allergie à certains médicaments, la pénicilline et tout, et pour ceux qui ont fait des réactions, vous savez,
les réactions cutanées de type Dress, Steven Johnson, etc. Donc, le prick test, on regarde s'il y a une réaction due à l'allergène qu'on va introduire. Et il va y avoir aussi, du coup, on va injecter aussi l'histamine en tant que témoin positif. Donc, c'est juste pour vérifier que la personne réagit bien, du coup, à l'histamine. Mais c'est pas la réaction due à l'histamine qu'on regarde, mais la réaction due aux allergènes. Alors ensuite, il y a les analyses biologiques. On va doser les IgE spécifiques dans le sérum. Là, tout est important. IgE spécifique, que dirigé contre les allergènes qu'on suspecte, et dans le sérum. Donc ça, c'est un truc que j'oubliais tout le temps, quand je préparais le cours, de spécifier dans quoi on dose tel, tel marqueur. Et du coup, le dosage des IgE, ça permet de confirmer la sensibilisation. Donc, ça permet pas de confirmer l'allergie, mais de confirmer que la personne, du coup, est sensibilisée à tel allergène. Ensuite, pour confirmer vraiment l'allergie en elle-même, on va utiliser c'est l'intérêt, du coup, des tests de provocation. Là, si on injecte l'allergène et que la personne fait une réaction allergique, ça prouve que la personne est bien allergique. Mais les IgE, la présence des IgE spécifiques, ça va juste montrer qu'il y a eu, à un moment donné, une phase de sensibilisation contre cette allergie. Oui, en soi, oui. Après, on le déduit que c'est de l'allergie. On va pas. Effectivement, du coup, dans ce cas-là, la personne elle a eu des signes allergiques, un choc anaphylactique et tout. Le fait d'oser les IgE, ça va confirmer que la personne est bien sensibilisée contre tel allergène. On en conclut du coup que la personne a bien fait une réaction allergique à cet allergène. Mais après, d'un point de vue, si on veut être vraiment très très rigoureux, faire le test de provocation pour vérifier que ce soit bien cet allergène. Mais en soi, c'est jamais fait. Le test de provocation, c'est vraiment en dernier recours. Alors, le prick test, du coup, c'est du coup un test de lecture cutanée à lecture immédiate. C'est le test que vous avez peut-être fait pour l'allergie au pollen et tout, qu'on va mettre sur le bras, on va piquer à différents endroits, différents allergènes, et on va regarder du coup s'il y a la réaction. Et tout ça, c'est utilisé vraiment en routine, c'est utilisé très fréquemment. Et le test de provocation, lui, c'est du coup, à l'hôpital, on va mettre en contact avec l'allergène et on va s'attendre à va réintroduire l'allergène. Donc, par exemple, si c'est un venin antimylotaire, on va injecter le venin, enfin, l'allergène, et on va regarder si la personne fait une réaction à des symptômes, on va dire, systémiques. Voilà, ce qui est vraiment à retenir, du coup, c'est les tests de routine, ça va être les tests cutanés, le prick test le plus fréquent ou l'intradermoréaction. Euh, Ensuite, il y a le dosage des IgE qui est fait aussi en routine. Et après, vous avez des tests, on va dire, de dernière intention, au cas par cas, avec pour le test de provocation in vivo à l'hôpital et le test d'activation des basophiles in vitro. Bah, je t'avoue que les détails, comment on le réintroduit, je t'avoue que j'ai peur de te dire des bêtises. Euh, je t'avoue que je ne vais pas te dire de bêtises là-dessus, mais je pense qu'on le fait du coup, manger du coup, enfin, l'aliment auquel on suspecte qu'il est allergique. Du coup, il est sous surveillance, il est à l'hôpital, on s'attend à ce qu'il fasse une réaction.
Donc s'il en fait une, on va tout de suite le traiter. Alors la question 6, du coup, c'était sur le traitement de désensibilisation en général. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Ouais, c'est une immunothérapie. Oui, effectivement, pour ça, il faut que l'allergène soit bien identifié. Très bien le mot-clé de tolérance. Donc le but de la désensibilisation, c'est d'induire une tolérance à l'allergène pour que la personne ne fasse plus de réactions sévères, après. Effectivement, donc c'est indiqué pas, pour toutes les allergies. C'est indiqué si l'allergie est sévère, si, effectivement on peut pas évincer l'allergie. Il y a une phase d'initiation, effectivement. Et du coup, pour, le traitement, du coup, la voie d'administration et la durée, du coup, en général, de ce traitement? Est-ce que vous savez? Ouais, sous-cutané ou sublingual. Donc, petit détail pour les voies d'administration, on préfère la voie sublinguale parce que la voie sous-cutanée, du coup, qui est utilisée aussi, il y a plus de risques de faire une réaction, allergique. Ouais, ça fonctionne si on est bien sensibilisé. Ouais, phase d'initiation pour trouver la dose max tolérée et ensuite phase d'introduction. Pendant combien de temps? Ouais, c'est de l'ordre de plusieurs années. Donc, moi, ce que j'ai, c'est du coup la phase d'initiation à mettre des doses croissantes et ensuite la phase d'entretien, une fois que la dose max tolérée, c'est pendant 3 à 5 ans. Est-ce que vous connaissez quelques contre-indications? Femme enceinte, yes. Enfant de moins de 5 ans. Déficit immunitaire. Ouais, traitement par bêta-glucans. Alors, donc, le traitement, de désensibilisation, donc c'est un traitement qui est aussi appelé immunothérapie allergénique. Donc, c'est un traitement, ça je l'ai pas dit, qui est un traitement étiologique. Ça va permettre de traiter la cause et ça va permettre d'éviter après l'apparition de nouvelles, réactions. Et comment ça marche? Du coup, ça réduit un état de tolérance immunologique. Heu, donc les indications, il faut savoir que, l'immunothérapie, c'est pas pour tout, enfin, c'est pas indiqué, c'est pas efficace pour tous les allergènes. C'est surtout efficace pour les allergies de venin et le pollen, mais pour les allergies alimentaires, ça fonctionne pas très bien. Donc c'est surtout indiqué pour, les allergies au venin et au pollen. Heu, donc au niveau du schéma d'administration, donc c'est des doses répétées pendant 3 à 5 ans.
avec 2 phases, du coup, initiation et entretien. Et les fois, du coup, sous-lingual ou sous-cutané. Donc l'effet indésirable, on va dire, seul effet indésirable de ces traitements, c'est le risque, de réaction allergique, parce qu'on administre quand même l'allergène auquel la personne est allergique, et du coup, ce risque est un peu plus grand avec, la voie sous-cutanée. Au niveau des contre-indications, donc, là, j'en ai cité 5. Si vous m'en mettez 3 sur les 5, c'est bon. Du coup, c'est l'âge, ou c'est contre-indiqué pour les personnes de moins de 5 ans. Pour les femmes enceintes et pour l'initiation. Ça veut dire que si, la personne est déjà sous traitement et qu'elle tombe enceinte, on va pas arrêter le traitement. On va pas l'initier au moment où elle est enceinte. Faut le faire pour combien d'allergènes simultanément? Je sais pas trop, je t'avoue. Je sais pas, je vais me renseigner. Oui, je pense aussi c'est mieux de faire, un seul allergène à alors du coup, les autres effets, les autres contre-indications, ça va être les déficits immunitaires, si l'allergie, est mal contrôlée et le traitement par bêta-bloquant. Oui, effectivement, l'observance c'est super important vu que c'est un traitement, assez long. Effectivement, pour qu'il soit efficace, il faut que le patient soit bien bien. Du coup, il peut y avoir toute une éducation thérapeutique autour de ça. C'est une bonne idée, Alexandre. Je t'avoue que je l'avais pas pensé. Après, je sais pas. Ouais. Après, je sais pas si, vu que là, c'est un traitement de désensibilisation au pollen, j'avoue que je sais pas si on peut vraiment faire la réaction, en choc anaphylactique au pollen. Mais c'est une bonne idée, je vais vérifier si c'est possible. OK. Alors dernière question du coup, c'était sur, sur le fait du coup que quelqu'un est allergique au kiwi et doit se faire opérer et être exposé au latex et du coup, est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça? Ouais. Ça, sur ce genre de questions, petit conseil, pratique quand on vous demande: «Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que?» et cetera, il faut pas oublier de répondre oui ou non. Tout simplement, ça vaut le fait de dire oui, ça vaut un mot-clé. N'oubliez pas quand il y a ce genre de questions de vraiment répondre d'abord oui ou non. Ouais, réaction croisée. Donc réaction croisée entre le kiwi et le latex et du coup, quel est le problème si, il y a ce risque, qu'est-ce qui peut arriver du coup à la sœur de Damien si elle fait une réaction croisée? Ouais, il peut y avoir un choc anaphylactique. Donc le latex, faut savoir que si on est allergique au latex, on va pas faire de choc anaphylactique en mettant des gants en latex. Ça va être plutôt des réactions cutanées. Par contre, le problème quand on est opéré, c'est qu'il peut y avoir du latex qui va rentrer dans les muqueuses, au niveau du site opératoire et ça, par contre, ça peut être à l'origine de choc anaphylactique. Alors, donc oui, il existe un risque de choc anaphylactique en contact du latex avec le site opératoire du fait de l'allergie croisée qui est très documentée entre le latex et les fruits exotiques. Donc là, j'ai rajouté une définition, heu
de l'allergie croisée. Donc est-ce que vous savez du coup de définir l'allergie croisée? Heu, alors le kiwi du coup c'est un trop allergène. Après le latex ça va plus être un allergène cutané à la base, qui a des réactions cutanées si on met des gants en latex. Mais du coup non, on parle pas de pneumallergène. Alors du coup la réaction croisée, du coup c'est quand on va réagir à l'allergène auquel on n'a pas été sensibilisé. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour être allergique, il faut avoir été exposé à l'allergène avant. Mais pour la réaction croisée, du coup, c'est la petite exception. Si, l'épitope du coup de l'allergène, les 2 allergènes sont très proches, si on a, des CGE par exemple le kiwi, ces CGE peuvent reconnaître du fait de l'épitope très proche, les allergènes de latex et du coup après ça va induire la même phase effectrice que pour les allergies normales. Voilà, du coup j'ai fini la correction. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je peux mettre la correction aujourd'hui. Ah, du coup, je vous souhaite bon week-end, bon courage pour les révisions et je vous donne la correction assez vite. De rien.